le podcast de la CIPRA. Der CIPRA Podcast. Il podcast della CIPRA. CIPRIM Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix, issues de tous les pays alpins. Tout cela et bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. cipra.org/podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Voix le long de la Via Alpina, un podcast de la CIPRA. Depuis 25 ans, la Via Alpina relie les hommes, les cultures et les paysages à travers les Alpes. Notre série de podcasts multilingues raconte son histoire, met en lumière les défis et les opportunités de la grande randonnée et sensibilise au tourisme durable dans les Alpes. Je m'appelle Delphine Ségalin, je travaille pour CIPRA France qui est basée à Grenoble. Nous allons aborder le thème des femmes professionnelles de la montagne. J'ai le plaisir d'accueillir la jeune réalisatrice Zoé Lemaître, qui a parcouru l'intégralité de la Via Alpina de la Slovénie à Monaco en 2023, afin de documenter le travail de femmes qui ont choisi la montagne comme terrain de vie. Gardienne de refuge, guide de haute montagne, skieuse professionnelle, bergère, monitrice d'escalade, formatrice en secours de haute montagne. Elle en a réalisé un film intitulé Via Alpina sur les pas de pionnières, dont l'avant-première aura lieu à Grenoble en septembre 2025. Grâce à une coopération avec CIPRA International, le film sortira également au Liechtenstein en décembre. Bienvenue Zoé, et merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de tes expériences le long de la Via Alpina. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu vis, quel âge tu as, ton parcours et tes occupations professionnelles actuelles ? Eh bien, j'habite à Grenoble. Actuellement, je me dédie 100% bénévolement à la réalisation du film et j'alterne avec des périodes en maraîchage, donc de travail saisonnier. Jusqu'à présent, je travaillais dans l'administration du spectacle vivant, donc plutôt dans la production de spectacles, notamment en Italie, dans des grandes institutions italiennes comme la Villa Médicis et la Biennale de Venise. En 2023, tu as parcouru toute la Via Alpina seule, de la Slovénie à Monaco. Comment t'est venue cette idée ? Tout d'abord, j'avais envie de rencontrer des femmes professionnelles de la montagne le long de mon chemin et donc donner de la voix à ces femmes inspirantes. J'avais aussi envie de me confronter à la solitude, qui est quelque chose qui me pesait dans le quotidien et que j'avais jamais expérimenté plus de 4 jours de randonnée seule. Donc là, c'était 120 jours de marche à travers les Alpes, donc c'était beaucoup plus long et j'avais vraiment envie de m'y confronter et d'appréhender la vie seule. Et l'idée m'est venue du fait que j'habitais à Venise et que j'ai eu envie de rentrer à pied chez moi à Grenoble. Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait dans un premier temps parce que j'avais toutes mes valises, mais après je suis retournée donc à l'est de l'arc alpin pour pouvoir le traverser dans son intégralité jusqu'à Monaco. Et quelle a été la réaction de tes amis et de ta famille quand tu leur as appris que tu voulais faire part, quand tu leur as fait part de ton projet de traverser toutes les Alpes à pied ? Ils étaient plutôt confiants. Il y avait quelques peurs, notamment on m'a dit mais tu vas partir traverser, tu vas partir de la Slovénie, mais c'est un pays, attention. Et j'étais mais c'est complètement, c'est ne pas du tout connaître la réalité de ce pays que de projeter des peurs sur cet endroit. Et donc non, de manière générale, les personnes étaient plutôt confiantes par rapport à mon parcours. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques peurs, notamment aussi de mon entourage, du fait de traverser l'arc alpin seule, en solitaire, en tant que femme. Mais voilà, il faut aller au-delà de ces peurs des peurs projetées sur son entourage et écouter son intuition quand le cœur y est, tout se fait. Et d'où vient cette motivation pour la randonnée longue distance ? Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic dans ta vie par rapport à ça ? J'avais pas fait beaucoup de grandes randonnées en itinérance. J'avais fait le GR5 avec une amie. Donc la logistique était répartie entre 2 personnes, ce qui est complètement différent par rapport à partir seule. Mais mon appétence pour la longue randonnée, elle vient du fait que j'aime être immergée vraiment dans la nature pendant longtemps, vivre au rythme de la nature, être dans l'observation et vraiment dans un voyage sensoriel, beaucoup plus que si j'entrecoupais ce voyage de pause plus citadine. Donc j'aime vraiment vivre au contact des éléments pendant longtemps. Et comme on l'a dit, tu n'as pas seulement randonné. Pendant tout au long de ta traversée, tu as interviewé des femmes professionnelles de la montagne.
gardienne de refuge, guide de haute montagne, glaciologue ou encore bergère. Aujourd'hui, tu réalises un documentaire vidéo sur ces femmes. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux gens avec ce film ? Tout d'abord, j'ai envie de donner de la visibilité à ces parcours de femmes parce que elles sont très peu dans ce milieu montagnard. Parmi les guides de haute montagne, seuls 2%, 2-3% sont des femmes en France. Et donc j'avais envie de donner de la visibilité à leur parcours et aux qualités dont elles font preuve dans leur quotidien et aussi témoigner de leur quotidien, de leur vie, de leur métier dans les Alpes. J'avais aussi envie de montrer leurs forces et de leur donner de la voix, tout simplement. Et comment tu as fait pour rentrer en contact avec ces personnes ? Est-ce que tu les as sélectionnées en amont ? Tu as fait des recherches ou ça s'est fait au fil de l'eau ? Il y a une partie des femmes que j'ai rencontrées sur le terrain de manière impromptue. J'avais pas prévu de les rencontrer et puis finalement elles ont accepté de témoigner dans mon film. Et d'autres personnes que j'avais contactées plus en amont. Et via un échange de mails, on a réussi à se rencontrer ou pas, parce qu'il y a une partie des interviews que j'ai pas pu faire pendant ma Via Alpina du fait que c'était beaucoup de logistique à organiser, en plus de la marche, de la journée de marche à prévoir. Et donc, je les ai rencontrés après coup, en y retournant à vélo, en train, voilà. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement impressionné chez les femmes que tu as rencontrées ? J'ai beaucoup aimé leur approche de la montagne qui était très respectueuse et je pense aussi que la montagne relie les personnes qui la parcourent et donne une approche très humble de la vie. Donc ça m'a vraiment marquée. Et puis aussi l'envie souvent de la partager, cette montagne, notamment la guide de haute montagne qui avait très envie de faire partager ses paysages aux personnes qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour y accéder. La monitrice d'escalade en milieu naturel aussi. Enfin, le désir de partage, l'humilité, la force et aussi la résilience parce qu'on apprend aussi à faire feu de tout bois en montagne et on sait aussi que la montagne elle est pas exempte d'accidents et que donc elle apprend aussi un autre rapport je trouve à la vie et à la mort et elle donne un sens très simple et direct aussi avec les évidences de la vie, les petits plaisirs de la vie et elle apprend aussi à se contenter de peu. Et pendant ton trajet, tu devais transporter tout ton équipement vidéo dans ton sac à dos, donc de fait limiter le poids du matériel. Est-ce qu'il y a eu des aspects techniques spécifiques pour filmer ces entretiens, du fait de l'itinérance notamment ? C'est pas quelque chose qui est évident de transporter tout son matériel pour faire un film. Notamment du fait du besoin d'être autonome en énergie. Donc j'avais pris un panneau solaire, le plus puissant des panneaux solaires transportables, qui m'a permis quand même de recharger mes 2 batteries externes et mes 3 batteries internes d'appareil photo pour pouvoir faire des images à tout moment. Et après mon choix c'était aussi porté sur un appareil photo hybride, donc une caméra hybride, qui permet de changer l'objectif, mais aussi surtout de faire ses réglages. Et donc voilà, je ne suis pas partie avec une GoPro, ne serait-ce que pour faire mes propres réglages vidéo. Et sinon j'avais des micros aussi HF pour les interviews. Et les entretiens se passaient dans quelle langue ? J'ai fait des entretiens en anglais, en italien et en français. Il y a quelques échanges que j'ai eus en allemand, mais mes compétences en allemand sont très 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 limitées. Et voilà. On entend aussi du slovène dans le film, mais je ne parle pas du tout slovène. D'accord. Il y a une campagne de financement participatif en cours sur Ulule. Le lien est disponible en description de l'épisode. Où en est actuellement cette campagne et quelle est la prochaine étape ? Alors cette campagne, elle sert à financer la post-production du film. Donc tous les aspects liés au mixage son, à l'étalonnage, au sous-titrage du film qui du coup comporte beaucoup de langues différentes. Et donc pour permettre aussi une version française, sous-titrée française pour rendre le film accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Et donc la campagne Ulule en ce moment, elle est toujours d'actualité, jusqu'on va la clôturer dans quelques semaines, en août, en juillet-août.
Mais notre besoin actuellement, il est vraiment au niveau d'avoir des ressources pour le sous-titrage du film, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là au niveau de la traduction et du sous-titrage, de la pose des sous-titres. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà des dates et des lieux de projection à nous communiquer ? Alors le film sera projeté dans le cadre du mois du documentaire en Isère, donc dans plusieurs médiathèques et bibliothèques du département de l'Isère. Il y aura une projection aussi à Cannes au Liechtenstein le 11 décembre en partenariat avec la CIPRA internationale. Et je candidate en ce moment à différents festivals de montagne et d'aventure. Et donc voilà, en fonction de la réponse de ces commissions, j'aimerais beaucoup être projetée dans le festival Femmes Montagne, Ciné Montagne, le festival international du festival d'aventure à La Rochelle, Quai du Départ à Bordeaux, enfin, et Autran aussi. Voilà. Et l'avant-première aura lieu mi-septembre à Grenoble et la date et le lieu sont à confirmer d'ici peu. D'accord. Et rappelle-nous, le mois du documentaire, c'est sur quelle période ? C'est en novembre 2025 et début décembre, premier jour de décembre, mais D'accord. Principalement novembre. Et revenons-en à la Via Alpina. Combien de temps as-tu mis pour parcourir la totalité de la Via Alpina ? Je suis partie le 5 juillet 2023 et je suis arrivée le 2 novembre 2023. Donc j'ai pris 4 mois à la parcourir, donc 120 jours de marche. Quel a été ton souvenir le plus rude ? J'ai pris une tempête à hauteur de Isola 2000. Donc c'était une alerte rouge. Ça s'appelle la tempête Aline et j'ai vraiment passé un mauvais quart d'heure dans le déchaînement des éléments entre le vent, la pluie, le froid, et j'ai réussi à me réfugier dans une cabane de téléphérique où j'ai attendu que ça se passe avant d'appeler de l'aide d'une personne que je connaissais qui m'avait donné son contact quelques années auparavant, qui habitait dans la vallée juste en bas et qui m'a hébergée très gentiment le temps que la tempête cesse. Et c'était très éprouvant et j'ai vraiment pris sur moi et puisé dans mes ressources mentales principalement pour faire face à cette tempête que j'ai vraiment affrontée de plein fouet parce que j'étais sur une crête à ce moment-là. J'ai fait 8 km de crête en plein vent et le vent tournait dans tous les sens, à droite, à gauche. C'était pas un vent habituel qui va dans une direction. Et j'étais trempée jusqu'aux os et vraiment là, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était d'être juste au sec et au chaud. Voilà. Et à l'inverse, ton plus beau souvenir de toute cette traversée ? Mon plus beau souvenir, c'était un bivouac en Autriche, dans les Alpes du Lechtal, avec un lac magnifique aux eaux bleu turquoise, j'allais dire les yeux, aux eaux bleu turquoise, avec des volumes vert clair tendre et des bouquetins majestueux partout et le clapotis de l'eau. Et c'était vraiment un moment suspendu, après une ascension qui était exigeante. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue la Via Alpina des autres sentiers de grande randonnée ? C'est un sentier qui traverse tous les pays de l'arc alpin, donc il y a une diversité culturelle qui est très importante et linguistique. Et donc c'est vraiment la force de la Via Alpina, je trouve. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que d'être toujours en montagne et de traverser ces paysages montagnards en étant assez éloigné de la civilisation, parce que c'est vraiment ce que je recherchais, la sauvagerie. Et ton arrivée à Monaco, tu l'as vécu comment ? C'était difficile d'amérir, mais c'était nécessaire. Parce qu'il commençait à y avoir de la neige, il commençait à faire froid, l'eau gelait dans mes gourdes, les marmottes avaient déjà commencé à hiberner. Je me suis dit, bon, il est peut-être temps de redescendre dans la vallée, surtout que les magasins de montagne étaient fermés. Donc mon sac, il est passé de 15 kg à 25 kg pour pouvoir transporter toute la nourriture. À chaque fois que je trouvais un endroit de ravitaillement, j'achetais 10 kg de nourriture pour pouvoir me nourrir tellement j'avais faim. Donc j'ai atteint un peu les limites, on va dire, d'un voyage en itinérance et surtout en autonomie complète en hiver. Surtout que j'étais pas équipée pour la neige, donc ça m'a quand même motivée à descendre sans aucun regret.
Mais sinon, j'ai aussi poursuivi l'aventure grâce à mon film, ce qui m'a permis de continuer de revivre ces paysages, ces rencontres, et d'être immergée encore dans ce voyage pendant plus de 2 ans. Parce que ça fait plus de 2 ans que je travaille sur le documentaire. Oui, c'est la question que j'allais te poser, le retour à la réalité après, du coup, pas trop difficile. C'était difficile et facile à la fois parce qu'après 4 mois en solitaire dans les Alpes, déjà j'avais réussi mon pari de me confronter à la solitude et d'être à l'aise avec ça. Mais aussi parce que j'avais la sensation que tout était possible. Enfin, j'avais été tellement éloignée de tous les cadres et de toutes les normes qu'on nous projette dessus dans la société que j'avais l'impression que je pouvais vraiment faire ce que je voulais de ma vie à ce moment-là. Et c'était extrêmement grisant et c'est vraiment un enseignement que j'ai apprécié ressentir vraiment concrètement. Après, petit à petit, au fur et à mesure que je suis redevenue sédentaire, que j'ai recommencé à travailler, c'est des sensations qui s'étiolent un petit peu, mais au fond, j'en ai toujours la certitude. Et la Via Alpina fête cette année son 25e anniversaire. Qu'est-ce que tu peux lui souhaiter pour les 25 prochaines années ? Je lui souhaite de faire rayonner encore et toujours la randonnée respectueuse de l'environnement et de permettre des pratiques décarbonées dans des Alpes qui sont à protéger. Et je lui souhaite de mettre en relation toutes les populations des Alpes et de faire une grande fête alpine, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mais transgénérationnelle aussi. Je pense que c'est important de lier les gens entre eux autour de la montagne. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Zoé. Peut-être qu'on se retrouvera dans 25 ans pour les 50 ans de la Via Alpina. J'aurai quelques cheveux blancs déjà. C'était une interview avec Zoé Lemaître qui a traversé la Via Alpina en 2023, interviewé des femmes professionnelles de la montagne le long de son parcours et réalisé un film documentaire. Si vous souhaitez entendre également d'autres épisodes du podcast Voix le long de la Via Alpina ou en savoir plus sur le projet, visitez notre site web www.cipra.org/fr/voix-le-long-de-la-via-alpina. Vous trouverez ce lien dans la description de cet épisode. Des interviews seront ajoutées tout au long de l'année. Je m'appelle Delphine Ségalin et je vous remercie d'avoir écouté notre podcast. Le podcast de la CIPRA. Der CIPRA Podcast. Il podcast della CIPRA. Ciprim Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix, issus de tous les pays alpins. Tout cela et bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. cipra.org/podcast.